camions d'aide alimentaire pris d'assaut. Scène quotidienne dans la bande de Gaza, où l'ONU vient de décréter l'état de famine dans toute une partie de l'enclave ravagée par la guerre. La faim nous consume, nous voyons la mort de nos propres yeux et nous venons ici juste pour avoir quelque chose à manger. À la détresse alimentaire s'ajoute la peur des bombardements. Au moins 15 morts ce matin, dont 4 journalistes, dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younes. Alors qu'Israël se prépare à une nouvelle opération militaire, la conquête de Gazaville, considérée comme le dernier bastion du Hamas. Nous allons frapper le Hamas dans la ville de Gaza. Le chef d'état-major a ordonné la convocation de 60 000 réservistes pour début septembre. L'État hébreu envoie donc des chars sur Gaza, mais aussi des bulldozers et des pelleteuses en Cisjordanie. L'administration israélienne a officiellement approuvé une accélération de la colonisation qui revient presque à couper en deux la Cisjordanie. Le projet E1 prévoit la construction de 3 400 logements entre Jérusalem et la colonie de Malé Adoumim. Les Palestiniens ne décolèrent pas. Cette déclaration d'Israël s'inscrit dans la continuité du comportement quotidien des colons en Cisjordanie. Mais elle constitue également un acte clair qui vise à mettre fin à toute illusion d'une solution à deux États. Israël ne cache effectivement pas son intention de saper toute possibilité de reconnaissance d'un État palestinien au moment où Emmanuel Macron s'apprête à reconnaître la Palestine comme État dans quelques jours lors de la 80e Assemblée des Nations Unies. Alors l'offensive militaire sur Gaza et la colonisation en Cisjordanie enterrent-elles l'idée même d'un État palestinien? Nos trois invités pour ce débat, Anouar Abou-Eiché, bonsoir monsieur, vous êtes ancien ministre de la Culture de l'autorité palestinienne et selon vous, on s'éloigne de plus en plus d'un État palestinien sur le terrain, mais il y a de plus en plus de pays qui reconnaissent cet État en application du droit international, ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas d'autre choix. À côté de vous, Michel Taubman, journaliste franco-israélien, bonsoir. Vous êtes fondateur du groupe de dialogue judéo-arabe Shalom Salam et selon vous, l'État palestinien reste pour l'instant un État virtuel tant que le gouvernement de Benyamin Netanyahou sera en place, mais c'est aux Israéliens et aux Palestiniens de trouver des solutions pour vivre ensemble et en paix. Et à côté de vous, Amélie Ferret, bonsoir, chercheuse et responsable du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, dernier ouvrage, Les mots armes d'une nouvelle guerre, aux éditions Le Robert. Selon vous, Amélie Ferret, la décision française de reconnaître l'État palestinien peut avoir un effet d'entraînement, mais il ne faut pas se faire d'illusions, son influence à l'international, l'influence de la France reste assez limitée. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le chiffre du jour. 12 km², le projet israélien E1, E pour East, une zone située donc à l'est de Jérusalem, qui a été validée par le gouvernement de Netanyahou, prévoit la construction de milliers de logements, environ 3400, donc sur un territoire de 12 km² en Cisjordanie, actuellement administrée, cette partie-là en tous les cas, par l'autorité palestinienne. Amélie Ferré, en fait, c'est un projet qui n'est pas nouveau, qui existait déjà, mais qui n'avait pas été mis en œuvre. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un projet qui est dans la continuité de la politique gouvernementale qui est menée par ce gouvernement Netanyahou, qui donne une place inédite au mouvement des colons et qui s'exprime là justement dans le fait de progresser sur la colonisation. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec Netanyahou, c'est que cette volonté en fait d'annexer de fait la Cisjordanie, elle date pas de personnalités extrémistes comme Bezalel Smotrich ou comme Itamar Ben-Gvir. En fait, Netanyahou, c'est quelqu'un... Les deux ministres d'extrême droite du gouvernement. Exactement. C'est quelqu'un qui a toujours été opposé à un État palestinien. Il a toujours dénoncé les accords d'Oslo. Il avait participé aux manifestations contre Yitzhak Rabin. Et dès 2021, il a promis l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Donc là, on est vraiment dans la continuité de cette politique-là. Anouar Abou-Eiché, ça revient à couper en deux la Cisjordanie et donc à anéantir toute idée d'État palestinien pour vous? Non, c'est tout simplement une coupure de plus. La Cisjordanie est déjà coupée en 3 cantons depuis plus que 25 ans. Il y a le canton sud, Hébron-Bethléem. Ensuite, on a le canton Jérusalem, Ramallah. Ensuite, Naplouse et la ville du Nord. Et en tout cas, nous avons plus que 800 barrages qui sont dans 800 km. Oui, plus que 800, oui. Rien qu'à Hébron, on en a dans la ville et aux alentours de la ville 107 barrages et fermetures. Toutes les communes palestiniennes sont fermées. Et moi, je crois que
ça ne change rien sur le terrain. Ce projet ne change rien sur le terrain. Les Israéliens dominent totalement toute la zone C et actuellement la zone B, c'est-à-dire la majorité écrasante de la superficie de la Cisjordanie, et interdisent aux propriétaires palestiniens d'aller dans leur terre. Et c'est tout simplement une continuité, effectivement, qui ne changera rien. C'est une augmentation de colonisation sur place qui empêche les Palestiniens de vivre de plus en plus. Amélie Ferré, vous parliez des alliés d'extrême droite de Netanyahou. Ils ne veulent pas d'un État palestinien de fait, et ils l'assument. Écoutez Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances. המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין למי להכיר. Michel Thomas ne souffre pas d'ambiguïté. Est-ce que les Israéliens partagent cette opinion? Alors attendez. Ou le parti des Israéliens? Alors, les ministres Smotrich et Ben-Gvir sont très minoritaires. C'est-à-dire que, selon les sondages, s'il y avait des élections aujourd'hui, l'un d'eux aurait 6 ou 7 sièges et l'autre pourrait même ne pas passer... À la Knesset, des sièges à la Knesset, vous parlez de ça. À la Knesset, très... Bon. Parlement. Et l'autre pourrait ne pas passer le seuil des 3,5% pour avoir des élus. Mais le problème, c'est que dans cette situation de guerre, alors d'une part, avec le mode de scrutin israélien, ils ont un droit de vie ou de mort sur le gouvernement. Ça, c'est le mode de scrutin proportionnel. Mais on est dans une situation de guerre où, depuis le 7 octobre, ils sont quelque part les moteurs de tout ce qui se passe. Et si la majorité des Israéliens n'adhèrent pas à 100% à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, il n'y a pas encore une majorité israélienne autour d'un autre projet, mais il y a une opposition qui se manifeste. La semaine dernière, il y avait environ 1 million de personnes, qui disent 2 millions. Oui. Moi, je ce qui est énorme, parce qu'il y a 6 ou 7 millions d'habitants à peu près en... Il y a 10 millions d'habitants en Israël. Il y en aura encore beaucoup demain. Alors évidemment, ce ne sont pas des manifestations pour les Gazaouis, mais ce sont des manifestations d'abord pour la libération des otages. Mais la libération des otages, c'est aussi, ça veut dire par le biais d'un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu, c'est pour les familles qui ont des enfants soldats et qui, de plus en plus, ne veulent plus aller combattre. C'est la fin de la guerre. Et pour les Palestiniens de Gaza, c'est aussi la fin de l'occupation. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est le cessez-le-feu pour pouvoir ouvrir un espace dans lequel on pourra discuter d'un avenir État palestinien. On va y revenir sur État. Mais le préalable, c'est ça. On va y revenir à la solution politique. Mais Amélie Ferré, est-ce que l'attitude de Donald Trump et de son ambassadeur en Israël, Mike Huckabee, qui prononce les mots de Judée-Samarie au lieu de Cisjordanie et qui encourage la colonisation, décomplexe ce gouvernement et alimente une certaine Tout à fait. Et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'on a été quand même très critique de l'administration Biden. Mais finalement, sous l'administration Biden, Netanyahou était plus ou moins contenu. Et d'ailleurs, Biden n'a pas hésité à utiliser la question des leviers en fait, d'armement en imposant un embargo sur des armements offensifs pour justement limiter cet agenda annexionniste et l'agenda en fait, du Grand Israël qui est mis en place par Netanyahou. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus de levier et on se demande, même si d'ailleurs les Américains ont eu réellement, même sous Biden, un levier qui est capable de contraindre Netanyahou, et a fortiori dans ce contexte-là, c'est là où on peut se dire que la France non plus, finalement, n'a pas beaucoup de leviers. On pourrait éventuellement avoir des leviers au niveau européen. Si on avait décidé de stopper l'accord d'association, puisque Israël, c'est 25% de l'exportation vers l'Europe, on peut avoir des leviers s'il y a effectivement des sanctions individuelles ou collectives qui sont prises par un groupe d'États. Mais juste la France, c'est pas forcément... Mais Anouar Aboueché, le gouvernement auquel vous avez appartenu, l'autorité palestinienne, est-elle une voix encore pour vous aujourd'hui légitime pour défendre les Palestiniens et faire entendre leur voix face aux Israéliens, ou vous estimez qu'aujourd'hui, non, ce n'est plus le canal légitime? En tout cas, c'est le canal reconnu par tout le monde. C'est une autorité qui a été élue. Enfin, le président, et il y avait le conseil législatif.
Maintenant, nous avons eu beaucoup d'empêchements pour refaire des élections. Et je crois qu'organiser des élections en Palestine, ça résout tous nos problèmes internes. C'est Israël qui nous a empêchés d'y aller et de faire nos élections. Et c'est dommage, mais actuellement, je ne vois pas un autre mouvement politique ou une autre institution politique qui peut représenter les Palestiniens, autant que c'est une autorité qui revendique une solution légitime basée sur le droit international. Et donc, il n'y a pas d'autre. On est d'accord, parce que c'est une question avec des sous-entendus, on est d'accord qu'il faut bien renouveler le gouvernement et faire des élections. Mais nous réclamons tous des élections, des possibles. Vous dites que c'est les Israéliens qui nous demandent. Espérons qu'Israël n'arrivera pas à nous empêcher de le refaire encore une fois. Alors, on va évoquer avec vous trois la reconnaissance de l'État de Palestine qui va avoir lieu à l'ONU dans quelques jours et par la France. Oui. Et tout se cristallise autour de la personne d'Emmanuel Macron dans cette querelle diplomatico-politique. Oui, Anna. Tout à fait, entre Israël, les États-Unis et la France. Et cette fois, eh bien, la charge, elle vient directement de l'ambassadeur américain en France, Charles Kushner, dans une lettre datée d'hier, adressée au président français. Il dénonce, je cite, l'action insuffisante d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme et il l'exhorte à agir avec des conseils très concrets. Regardez, garantir la sécurité des écoles, des synagogues et des entreprises juives, poursuivre en justice les malfaiteurs et abandonner les initiatives qui servent à légitimer le Hamas et ses alliés, sous-entendu abandonner la reconnaissance d'un État palestinien. Alors le Quai d'Orsay a immédiatement réagi, convoqué cet ambassadeur aujourd'hui pour ses propos inacceptables. Mais si on regarde dans les faits, cette déclaration, elle s'inscrit un petit peu dans la suite logique de celle de Benyamin Netanyahou rendue publique la semaine dernière. Lui aussi avait adressé un courrier au président français dans lequel il lui signifiait que reconnaître l'État de Palestine, je cite toujours, alimentait le feu antisémite, que cela récompensait la terreur du Hamas et encourageait ceux qui menacent les juifs français. Alors, Michel Taubman, est-ce qu'on peut penser que ces deux courriers sont des moyens de pression pour empêcher la France de reconnaître l'État de Palestine à l'ONU dans quelques jours ? D'abord, je pense que quand on parle du problème israélo-palestinien, il ne faut pas sous-estimer l'antisémitisme en France, et que quand on combat, comme moi, le gouvernement Netanyahou, Smotrich, on doit aussi combattre l'antisémitisme. Mais je pense que beaucoup de gens le font, oui. Y compris au gouvernement, que par ailleurs, Emmanuel Macron est devenu une cible pour Poutine par rapport à l'Ukraine, pour Netanyahou et Trump par rapport à Israël-Palestine. Et disons que là, on veut lui coller cette étiquette d'antisémite ou de celui qui facilite l'antisémitisme pour discréditer sa parole et discréditer les prises de position qu'il prendra à l'ONU dans quelques jours. Alors, je ne me prononce même pas d'ailleurs sur le fond de ces prises de position, mais honnêtement, est-ce qu'on peut dire que la France, que la République française ne fait rien contre l'antisémitisme ? Est-ce que l'autre jour, il y a des enfants juifs qui n'ont pas été acceptés dans un centre de vacances. Alors, je ne sais pas exactement, j'ai eu plusieurs versions, mais le directeur a été placé en garde à vue. Ce qui serait là où on pourrait mettre en cause la responsabilité de l'État, c'est s'il était absous. C'est pas le cas. Bon, et dernière chose, les Américains sont quand même mal placés. C'est quand même à Pittsburgh, aux États-Unis, sous le premier mandat de Donald Trump en 2018, qu'il y a eu 18 morts dans une synagogue. Voilà. Anouar Aboueche, en même temps, ce que disent les Israéliens et les Américains, c'est en reconnaissant maintenant l'État palestinien, eh bien, vous validez ce qui a été fait par le Hamas le 7 octobre. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je dis que c'est vraiment n'importe quoi. Parce que c'est l'OLP depuis des dizaines d'années qui a pour stratégie de se faire reconnaître par la communauté internationale. Notre lutte est sur le plan diplomatique de faire reconnaître l'État palestinien pour avancer, pour arriver à une pression de la part de la communauté internationale sur Israël, pour qu'Israël se soumette au droit international, pour qu'il y ait un État palestinien. Et ça n'a pas changé. Et donc Hamas n'existait pas quand nous avons dit ça depuis longtemps. Et Hamas, oui, c'est un mouvement chez le peuple palestinien, mais ce n'est pas le représentant du peuple palestinien, d'ailleurs. Mais il y a un problème de timing ou pas dans cette reconnaissance, alors que Emmanuel Macron avait conditionné cette reconnaissance justement au désarmement notamment du Hamas.
Mais en fait, pour moi, c'est pareil, c'est vraiment un faux débat. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron lui-même a proposé de faire d'élargir la coalition anti-Daesh au Hamas. Il ne prône pas du tout l'armement du Hamas. Et militairement, aujourd'hui, le Hamas est dans sa grande partie, en fait, démantelé et désarmé. Quand on regarde la communication des forces armées israéliennes sur les capacités du Hamas... C'est toujours une organisation terroriste, néanmoins. C'est toujours une... Oui, non, mais en termes d'armement, ils n'ont plus d'armement. Ils sont affaiblis, mais pas complètement démantelés. Oui. Enfin, là, il parle quand même de seulement 2 bataillons qui sont opérants. Donc, pour moi, la question, c'est sur celle du timing. En fait, Emmanuel Macron, comme ça a été rappelé, il se positionne face à ce qu'il appelle l'international réactionnaire. Donc, défenseur de l'Europe, défenseur du droit à l'autodétermination des Ukrainiens et donc défenseur aussi du droit à l'autodétermination des Palestiniens. Et en fait, c'est pour ça que c'est en cohérence avec la politique de la France et avec la revue nationale stratégique qui a été publiée là justement en juin, qui dit que la boussole pour la politique étrangère de la France, c'est justement le respect du droit international. Et donc le Hamas n'a pas le monopole de la cause palestinienne. Et ça, il faut quand même le rappeler. Est-ce que d'autres pays, des pays arabo-musulmans, Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Koweït, devraient reconnaître? Est-ce qu'il faut conditionner aussi la reconnaissance d'Israël par ces pays? Ça n'est pas fait et ça devrait être fait. Là, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron était parti sur un projet ambitieux. Mais attendons de voir ce qui va se passer, qui était pas seulement de reconnaître l'État de Palestine, que la France le fasse, parce qu'il y a 147 ou 148 pays qui l'ont fait. Et en fait, il peut y avoir 190 pays qui le reconnaissent. C'est pas ça qui va créer l'État de Palestine. Ce sont des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est ça le nœud du problème pour l'instant. Alors donc, que la France le reconnaisse ou pas, la question est, je pense que... est-ce que finalement, la France peut poser... Oui, la France peut poser des conditions, mais c'est pas la France qui est opérationnelle. Donc il faut aujourd'hui d'abord imposer un cessez-le-feu à Gaza, et ensuite mettre en place un processus diplomatique, de négociation, et surtout, la priorité des priorités, c'est d'empêcher, c'est d'arrêter. Il n'est jamais trop tard, la destruction de Gaza. Parce que là, le débat, il n'est pas entre État palestinien ou pas État palestinien. Donald Trump, il n'a pas dit, et même Netanyahou, s'il disait « nous voulons annexer Gaza ». C'est dommage, votre voisin sur cette question. Sur cette question de la reconnaissance d'Israël par les pays arabes qui ne l'ont pas fait, est-ce que vous pensez que ça peut enclencher un mouvement et mener à un moment donné à une solution pour la paix ou pas? Est-ce que ça peut être positif? Non, c'est le peuple palestinien qui est en cause, c'est le peuple palestinien qui est concerné. Il n'y a que le peuple palestinien qui peut... qu'une solution avec un État palestinien qui peut protéger Israël, parce qu'on peut parler de tous les États arabes et d'autres États, mais la protection d'Israël ne peut être qu'une solution politique fondée sur le droit international. Et là, je crois qu'il n'y a pas besoin de dire est-ce qu'ils vont reconnaître ou pas reconnaître. Et vous croyez à quoi aujourd'hui? À une solution à 2 États ou plutôt à un État binational? Alors, je crois que nous luttons, en tout cas c'est la position officielle et c'est la position logique pour le moment, nous luttons pour un État dans le territoire occupé en 1967 et en conformité avec les dispositions de droit international. Maintenant, je rappelle que l'article numéro 1 de la charte de Fatah, organisation principale de l'OLP, c'est que nous luttons, c'est pas abrogé, mais c'est le programme politique qui a changé. Donc nous luttons pour un État laïque et démocratique sur la totalité de la terre de Palestine, à égalité de droits et de devoirs entre chrétiens, juifs et musulmans. Maintenant, il n'y a personne en Israël qui veut de cette solution, et même la communauté internationale ne veut pas. C'est pour ça que nous parlons de 2 États, parce que la paix, nous allons le faire avec les Israéliens. Alors, regardez une archive qui remonte à 2005 et qui montre que la colonisation des territoires palestiniens n'est pas forcément inéluctable. Il y a 20 ans, le gouvernement d'Ariel Sharon avait décidé de se désengager de la bande de Gaza et d'expulser les colons de Cisjordanie. Le processus semble inexorable. Ce soir, ces images témoignent de l'évacuation totale de 2 colonies isolées de Cisjordanie. La première nuit de mise en application du plan Sharon n'est pour l'heure troublée par aucune violence majeure. Tout à l'heure, le Premier ministre israélien s'est adressé à une nation sous tension.
Ce retrait est important et historique, a solennellement asséné Ariel Sharon. Le monde attend la réponse des Palestiniens, une main offerte à la paix ou le feu du terrorisme. Il reste de 700 à 800 familles dans ces colonies qui devraient être démantelées dans la semaine. Michel Thomas, c'est aussi la preuve que rien n'est inéluctable, non? Il y a eu cette colonisation à l'époque et un ministre de droite est revenu en arrière. Alors, attendez, Ariel Sharon, qui n'était pas un gauchiste, qui était un grand général, comme la plupart des premiers ministres israéliens, à part Netanyahou et quelques autres, qui était un grand général, qui avait mené toutes les guerres d'Israël. Ariel Sharon a fait ce choix dans l'intérêt de l'État d'Israël, de se retirer de Gaza. Le reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir négocié avec l'autorité palestinienne le retrait de Gaza. Bon, c'était un retrait unilatéral. Mais aujourd'hui, il y a quand même un consensus dans l'opinion israélienne pour ne pas retourner à Gaza. Si nous sommes partis de Gaza il y a 20 ans, il n'y a pas... autant sur la Judée-Samarie ou la Cisjordanie, il y a 400 000 Juifs qui y vivent, et je crois d'ailleurs qu'on est d'accord pour qu'ils y restent d'une manière ou d'une autre. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais à Gaza, il n'y a pas de Juifs. Gaza ne doit pas être annexé à Israël. Et aller faire la guerre, vouloir occuper complètement Gaza, ce sont les anciens chefs d'état-major, les anciens ministres de la Défense, les anciens premiers ministres de l'État d'Israël qui disent que c'est une folie et qu'on n'aurait même pas les moyens de le faire, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de réservistes qui ne veulent pas combattre. Donc, c'est une folie. Donc, il faut arrêter la guerre à Gaza, voilà, et libérer les otages. Amélie Ferré, qui peut négocier avec qui aujourd'hui? Benny Gantz, qui était un ministre de centre-droit en Israël, l'ancien Netanyahou, un appel pour former un gouvernement d'union sans l'extrême droite. Est-ce que la situation est forcément figée en Israël ou pas? Ce qu'on peut apprendre depuis 2022, c'est que rien n'est figé sur le plan international. Donc, quand il y a une volonté, rien n'est inéluctable et tout est toujours possible. Et le travail des politiques, c'est justement de semer des graines pour qu'il y ait d'autres futurs possibles. Après, pour moi, comme je l'ai dit, je pense que Netanyahou est quelqu'un qui a comme idéologie politique la destruction du nationalisme palestinien. Et donc, lui, il n'acceptera jamais qu'il y ait un État palestinien. Après, s'il y a effectivement un gouvernement d'union nationale... Avant le 7 octobre, c'est pas la politique. Mais si, puisque dès 2021, il a dit qu'il voulait annexer... C'est quelqu'un qui a toujours dénoncé les accords d'Oslo. Il faut se rappeler ça. Enfin, il était contre les accords d'Oslo. Eiché, vous avez une espérance malgré tout. Il y a eu aussi des démantèlements de colonies au Sinaï. Avant Gaza, déjà au Sinaï, donc ce qui est montable peut être démontable plus tard. Mais j'ai envie d'aborder un problème très important quand il parle de 400 000 colons en Cisjordanie, s'ils peuvent rester ou pas rester. On est arrivé à une solution à Ottawa en 2000, lorsque Palestiniens et Israéliens se sont mis d'accord sur le fait que les colons peuvent rester pendant 30 ans, gérés par les lois israéliennes, sur des terres qui doivent être louées par l'autorité palestinienne. Et au bout de 30 ans, ils choisissent s'ils partent ou s'ils restent sous la juridiction palestinienne. Merci à tous les trois.